Bienvenue à ce nouvel épisode de La Clé du Condo. C'est quoi La Clé du Condo? C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien Gobeil-Simard. Je suis directeur général chez Depaty-Beauchemin Consultants, une firme de services conseils techniques spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de Oudi, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, on s'entretient avec mes associés Jonas Depaty et Sean Beauchemin. Jonas est ingénieur et directeur de la gestion d'actifs, tandis que Sean est également ingénieur et directeur de la science du bâtiment. On discute de 5 conseils que les syndicats de copropriété pourraient mettre en œuvre en préparation à l'hiver ou pendant l'hiver. Allons-y. Bonjour Jonas. Bonjour Julien. Encore une fois, toujours présent. Oui. Répond toujours à l'appel positivement. Salut Sean. Allô. Première dans ton cas pour la clé du condo. Ouais. Fait que bienvenue. Merci. Fait que aujourd'hui, messieurs, on a décidé de parler, on le voit, les journées, on vient de changer d'heure, les journées raccourcissent, l'hiver s'en vient, il fait de plus en plus froid. Fait que je pense qu'on peut pas se cacher, on peut pas s'en cacher encore une fois cette année. L'hiver va finir par arriver. Donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'était d'essayer de donner des conseils aux administrateurs et gestionnaires de copropriété pour préparer l'immeuble pour l'hiver ou encore des conseils d'entretien pendant l'hiver. Donc je pense qu'on a des conseils ou des trucs à donner dans les deux cas. Fait qu'on en a 5, donc allons-y avec un premier. Donc Jonas, tu voulais nous parler du nettoyage des drains d'évacuation d'eau pour les toits plats et des gouttières pour les toits en pente. Oui. En fait, moi je vois ça comme une pierre deux coups. On monte sur le toit, on peut vérifier aussi l'état du revêtement. Puis en plus, on vient de nettoyer les drains qui est le système d'évacuation pendant l'hiver. Donc on vient retirer des débris, on vient s'assurer que les crépines soient libres de détritus puis que le passage de l'eau se fasse bien parce qu'éventuellement l'hiver on connaît il va y avoir de la glace de l'eau, l'eau continue à s'évacuer là, malgré tout. Donc il faut s'assurer là, qu'il n'y ait pas de pont de glace qui se forme là, sur le toit, ça peut occasionner des infiltrations éventuellement. Okay. Quand on veut finalement que quand il y a de l'eau de fonte, que l'eau puisse s'écouler le plus librement possible parce que sinon elle va se frayer un chemin quelque part et on veut pas que ce quelque part-là soit les murs. Et on va éviter de monter surtout l'hiver pour créer un chemin, donc là on fait ça à l'automne, quand tout est beau, il fait pas trop froid encore. Fait qu'on s'assure que tout est dans bonne condition pour passer l'hiver, puis après ça, on corrige au printemps. Parfait. Puis, mettons qu'en plein milieu de l'hiver, là, il y a un super redoux, il fait chaud pendant 2-3 jours, ou en tout cas, il y a un épisode de temps doux et de verglas. C'est quelque chose qu'on veut vérifier. Là, je comprends qu'il n'y aura pas de nouveaux détritus comme tel, mais tu sais, comme la glace, ça peut être un enjeu aussi en cours d'hiver? Je dirais que ça pourrait bloquer les drains éventuellement. Fait que ça pourrait être bien quand même de pouvoir monter sur le toit. S'il y a un accès facile, là, je sais pas, sur les toits en pente, avec une gouttière à 3 étages de haut. Toit plat où il y a un accès, mettons, là, quand il y a un épisode là, de verglas intense, ça pourrait valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil si nos drains de toiture sont tous pris dans un pain de glace ou s'ils sont quand même libres. Le but, c'est Est-ce que l'utilisation de fils chauffants sur les toits plats, ça pourrait être utile? En fait, oui et non. Techniquement, il ne devrait pas avoir besoin d'un fil chauffant, mais si on veut éviter là, qu'il y ait tout le temps un chemin préférentiel pour l'eau malgré tout, c'est toujours mieux de mettre un fil chauffant. Okay. Mais normalement, il ne devrait pas en avoir. Là, il ne devrait pas avoir besoin de ça. Surtout les toits en pente. Là, souvent, on voit quand il y a un fil chauffant, c'est que des fois, il peut y avoir des pertes de chaleur, mauvaise isolation de l'entretoit, tout ça. Ouais.
Puis c'est sûr que, en tout cas, là, c'est un côté plus éditorial, environnement, mais on le voit quand même dans les tendances là, de gadgets, de suivi, de toutes sortes de situations au niveau des immeubles, que ça semble être le suivi, genre des toitures, là, le poids sur la toiture, la glace, etc. C'est avec, veux pas, avec les conditions climatiques qui sont comme de plus en plus variables en hiver, là. C'est le genre de produit qu'on voit de plus en plus arriver. Fait que bon, peut-être que les fils chauffants vont devenir quelque chose de plus courant dans les années futures là, à cause justement du gel-dégel là, qui sont plus fréquents. C'est sûr que ça se présente plus là, depuis quelques temps. Good! Conseil ou truc numéro 2, on parle de vérifier, changer les filtres des unités d'apport d'air puis vérifier les prises d'apport d'air. C'est facile quand on parle d'un équipement qui est sur le toit. Vous êtes en train de nettoyer les drains, mais là, vous passez à l'autre étape. Vous nettoyez les filtres ou vous les changez. Là. Des fois, il y a certaines personnes qui sont pas au courant, mais qui a des filtres à changer. Soit c'est le concierge qui le fait ou vous avez une firme, un consultant externe, pas un consultant, mais une firme d'une entreprise de nettoyage. Qui s'occupe des... l'aération, des systèmes de ventilation. Effectivement, donc on change les filtres parce que ce qu'il faut comprendre, c'est si le filtre est bouché, si on ne l'a pas changé, ou même la prise d'apport d'air est obstruée, ce que ça fait, c'est que ça a une incidence sur la qualité de l'air intérieur. Puis pourquoi j'aime ça dire de faire cette tâche-là à l'automne, c'est que l'hiver, on est souvent pris dans nos maisons. Là, donc on ferme les fenêtres, on n'a pas des changements d'air d'autres que par cet apport-là. Donc on essaie d'éviter d'avoir une mauvaise... tire d'air, une mauvaise qualité de notre air intérieur. Fait que c'est bon, c'est bénéfique pour la qualité de l'air, mais j'imagine que si justement l'apport d'air est bloqué ou se fait pas bien, finalement la prise d'air va devenir plus difficile. Va être ailleurs finalement. Là, En fait, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre là, parce qu'on va quand même utiliser nos cuisinières, nos hottes, on va utiliser aussi le ventilateur de la salle de bain, donc c'est sûr que ça va amener de l'air vers l'extérieur. Si la prise d'air se fait moins bien, mais éventuellement, l'air va finir par rentrer dans le bâtiment. Là, on va être en pression négative. Là. Okay. Puis l'air va finir par rentrer par d'autres... les portes, les fenêtres... les ouvertures dans les murs. Toutes les ouvertures ça va finir par rentrer. Puis c'est de l'air froid qui rentre. Donc, là, c'est ça, parce que l'intérêt que l'air rentre dans le bâtiment principalement par la prise d'apport d'air prévue pour ça, c'est que il y a comme un... Cet air-là va être conditionné avec un système de chauffage ou autre pour pas rentrer de l'air à moins 20 directement dans le building ou dans les unités. Fait que là, c'est bon aussi puis pour l'efficacité énergétique. C'est ça, pour l'efficacité énergétique et la qualité de l'air aussi. Exactement. Ouais, c'est bon ça. Puis là, l'autre chose que je me posais, là, quand le système d'aération ou d'échange d'air est pas central, parce que là, tu sais, comme mettons, je donne un exemple, chez nous, c'est des maisons de ville, fait qu'on n'a pas un système centralisé. Je veux dire, c'est la même recommandation, mais pour chaque unité là, qui s'applique. Là, donc, effectivement, mais si l'unité est à l'intérieur, il y a la prise d'air extérieure, mais souvent c'est moins obstrué que des unités au toit. Là. Ok, c'est ça. Okay. Fait que, effectivement, c'est comme je pense qu'il faut planifier peut-être un nettoyage là, une fois aux quelques années. C'est aux 5 ans généralement, mais ça c'est le nettoyage des conduits, peu importe. L'unité de toile, il y a un fil pris. C'est ça, normalement, exactement, c'est qu'on change le fil plus souvent, mais le nettoyage c'est beaucoup plus d'air, puis j'imagine avec un moteur beaucoup plus puissant aussi. Exactement. Ok, excellent. Numéro 3, tu voulais nous parler aussi de l'étanchéité des fenêtres. C'est un peu dans la continuité du même point. Là. Donc là, si on a de l'air qui peut rentrer, ce qu'on sait avec les fenêtres, mais c'est au niveau du calfeutrage, donc extérieur, qui est le joint entre le parement, là, souvent de la brique ou peu importe. Là. Puis le cadre de fenêtre, on a un joint de mastic qui est du calfeutrant, puis ça, si c'est sec, fissuré, mais c'est des portes d'entrée pour l'air. Okay. L'air froid, même principe. On a de l'air froid qui rentre dans le bâtiment, là, il va falloir le chauffer, c'est une économie d'énergie. Puis ce qu'on sait selon les études là, que je regardais, c'est qu'environ sur toutes les pertes de chaleur globales d'un bâtiment, les fenêtres puis les portes, c'est environ 30% là, de cette perte. OK. Fait que c'est quand même une différence majeure. Exactement. C'est pour ça que je disais, faites le tour, allez voir à l'extérieur si vous voyez du calfeutrant qui est fissuré, mais on peut faire un touch-up là, temporaire, puis
Ce qu'il faut savoir, c'est que le calfeutrage, souvent, ça remplaçait aux 10-12 ans. Là. 10, 12, 15 ans là, environ, là, dépendant de la phase du bâtiment, tout ça. Mais c'est une tâche qu'on va faire selon certains cycles, mais on peut venir les corriger entre-temps. Là. On peut faire des retouches avant l'hiver là, pour essayer de limiter l'entrée d'air. Là, ça, bon, le calfeutrant, c'est une chose, mais j'imagine qu'il y a des technologies de fenêtres, c'est comme des fenêtres en bois, que les cadres commencent justement à être un peu moins en bon état. J'imagine que ça doit laisser passer plus d'air que, mettons, en PVC. Ouais, puis on peut se rendre, là, tout dépendant aussi de l'âge de la fenêtre, là, on peut se rendre à dire, éventuellement, ça va prendre un changement de cadre puis de la fenêtre au complet. Ouais. Mais c'est sûr qu'en PVC, ça a moins tendance à gauchir, donc là, c'est l'isolation. Là, souvent, c'est mieux fait. Là. Ouais. Mais si je peux me permettre, là, on parle de l'étanchéité à l'air, mais si on a des calfeutrants qui sont fissurés, séchés ou des morceaux manquants, avec les redoux qu'on parlait tantôt par rapport au système de drainage au toit, c'est des entrées d'eau aussi potentielles. Puis là, on parle de cadrage en bois. Fait que, tu sais, à la fin de l'hiver, avec tous les cycles de gel-dégel dans le printemps, c'est sûr que l'eau pénètre allègrement dans le système mural, puis on va commencer à avoir des problématiques. Là. Ouais, c'est ça. Fait que s'assurer que le calfeutrant est en bon état, puis faire des retouches s'il y a s'il y a des places, là, des spots où c'est pas en bon état, ça va prévenir les pertes énergétiques, mais aussi l'entrée d'eau, effectivement. L'entrée d'eau là, qui va causer on considère que la fenêtre, ça fait quelques temps qu'elle est là, donc c'est plus pour éviter les transferts pendant l'hiver. Oui, puis c'est sûr qu'on recommande toujours, quand on fait du calfeutrage, de retirer tout le produit avant d'en mettre un nouveau, mais si on est dans l'urgence d'agir puis on a peur pour l'hiver, on peut faire t'appelais ça tantôt un touch-up, là, le mot français me vient pas rapidement, mais on peut juste en remettre par-dessus temporairement pour l'hiver, puis après ça, j'en parlerai un peu tantôt là, par rapport aux demandes de soumission dans l'hiver, là, mais on peut refaire faire les travaux par un professionnel. Ouais, c'est ça. Oui, on s'entend, si on fait des correctifs dans cette situation-là, préparons l'hiver, c'est vraiment, on parle de quelque chose de très temporaire, là, juste pour essayer de limiter l'entrée de l'air. Puis là, c'était une tâche, un genre de conseil qu'on donnait, mais effectivement qu'un calfeutrage, ça va durer un certain temps avant de commencer à fissurer, normalement, à moins que ça soit mal fait ou mal appliqué. Là. Mais techniquement, dans les 10 premières années, il ne devrait pas avoir de fissuration, puis il ne sera pas sèche. Question un peu bête, mais c'est beau de dire, on va essayer là, de préparer nos portes et fenêtres pour l'hiver. Là, j'imagine pour les portes, là, pour les fenêtres, on parlait du calfeutrant. Là, pour les portes, j'imagine que ça va être essentiellement le coupe-froid dans le bas de la porte, c'est ça? Coupe-froid, il peut y en avoir sur les côtés, les portes d'entrée, des fois du bâtiment là, principal. Il y a des coupes-froids, ça s'use, ça s'aplatit, ça s'écrase éventuellement. Fait qu'il faut éventuellement les changer. Ça peut être fait de temps en temps. Ouais, ça peut être fait par un concierge. Moi, chez nous, j'en ai là, qui est comme ajustable. Il se déplace là, au fil du temps, puis à emmener, c'est juste de s'assurer qu'il est bien positionné pour bloquer un maximum. Le bâtiment tombera pas si c'est pas fait, c'est juste une question de confort. Là, économie d'énergie aussi. Comment on fait pour tester nos fenêtres, voir si sont étanches à l'air? On promène notre main, on attend qu'il fasse bien froid, puis on promène notre main autour. Il y a ça, mais j'ai vu, là, en regardant ça, j'ai trouvé l'idée du lighter. Donc, une flamme, là, vous allumez une allumette. Un briquet. Un briquet. Puis, vous passez ça autour de la fenêtre. Sans souffler trop fort proche, là, mais vous allez voir, la flamme va bouger là, s'il y a des... Fait qu'avec son égard de voir, effectivement, s'il semble avoir peu ou beaucoup de passage d'air. J'imagine qu'il doit y avoir des tests un peu plus poussés qu'on peut faire là, si on a un enjeu majeur, là, puis qu'on veut vraiment tester en fait là, à quel point il y a de l'air qui peut entrer par le... Des tests de pression, d'efficacité énergétique, là, ça se demande, mais effectivement, là, ça va prendre quelqu'un... Ça coûte un peu plus cher. Oui, puis ça va prendre quelqu'un sur place. Là, je parlais d'un test rapide. Là. Oui, effectivement. À la bonne franquette. Exactement. Tout en s'assurant de ne pas mettre le feu à la fenêtre, c'est bien important. Ou le feu au rideau. C'est vrai, j'avais une autre chose à dire là-dessus, c'est au niveau des moustiquaires. Parce que disais, on en a parlé un peu avant, là, mais au niveau des certains, ils les retirent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, l'air chaud a de la misère à se rendre jusqu'au cadre. Là, quand on a un moustiquaire, ça crée une barrière. On veut pas, même si... Il y a des ouvertures, là, ça crée quand même une barrière, puis ça fait de la condensation à l'arrière. Donc, c'est
toujours bien de retirer les moustiquaires. OK, fait que les moustiquaires qui sont à l'intérieur, oui, ce qu'on dit, c'est que, dans le fond, de laisser le moustiquaire en place, ça limite la circulation d'air qui permet de tempérer finalement le vitrage de la fenêtre puis éviter de la condensation. Exactement. Condensation, évidemment, qui va contribuer à l'usure qui va mener à la glace, puis qui va devenir la glace. À l'eau sur le bois, puis... c'est ça, le P, je veux dire, si c'est une fenêtre en PVC, il faut pas s'énerver, là, mais des fenêtres en bois, il y en a certaines personnes qui en ont, puis des fenêtres en bois, c'est plus propice là, à la pourriture. Ouais, c'est ça. Ou encore, des fois, je sais que c'est une bonne question de, bon, ça peut-tu briser ou user, mais tu sais, juste d'avoir une fenêtre embuée, c'est pas le fun, mais si les gens ont des fenêtres embuées qui ont un moustiquaire, ben enlever le moustiquaire, ça peut aider à éviter cette condensation-là. Mais si c'est des fenêtres en bois, là, non seulement là, il y a une question de condensation, mais qui va aussi contribuer à l'usure prématurée de la structure de bois de la fenêtre. Exact. Fait que le moustiquaire, c'est une chose des fois qu'on pense pas. Prenons, tout le monde a vécu, là, fermer un rideau au niveau de la fenêtre pendant l'hiver, là, ça fait tout le temps de la glace, mais c'est un peu le même principe, mais au niveau du moustiquaire. OK. Bon, parfait. Numéro 4, Sean, tu voulais nous parler de l'utilisation des sels de déglaçage, le nettoyage des surfaces de béton, vérification des membranes. Donc là, j'imagine qu'on parle des allées de circulation et stationnement extérieur et intérieur. C'est sûr que c'est un sujet qui s'applique aux gens qui ont des stationnements intérieurs. Donc, tu sais, il y a du monde... C'est moins pour les stationnements extérieurs sur sol en asphalte. Donc, c'est vraiment plus par rapport à l'utilisation, tu sais, en ce moment, l'utilisation des sels de déglaçage, là, le calcium qui est utilisé sur les éléments de béton, on le sait tous maintenant, ça va dégrader le béton de manière assez importante. Le sel de betterave, là, communément appelé sel de betterave, ce qu'on utilise maintenant, qui est du faux sel, mais qui déglace quand même, qui fait fondre la glace, c'est beaucoup mieux d'utiliser ça, sauf que on a quand même les gens qui utilisent du sel de betterave comme ça pensent qu'à cause de cette utilisation-là, ils n'auront pas de problème de dégradation dans leur stationnement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autos qui roulent dans la rue sont entièrement le dessous du véhicule, puis les garde-boue sont remplis de neige qui contiennent de ces sels de déglaçage-là, parce que les villes utilisent du sel néfaste pour le béton. Fait qu'on va rentrer ça dans le stationnement, ça va fondre à cause que les températures normalement dans un stationnement sont 10-15 degrés. Ça va fondre, ça va aller sur le béton, ça va s'infiltrer dans les colonnes, ça va venir faire éclater la base des colonnes. OK. Donc, c'est comment on peut prévenir ça? Ben, c'est des nettoyages récurrents dans les stationnements. Donc, avec des balais à brosse souple ou des balais à brosse dure quand on est sur de l'asphalte. Des balais mécaniques, je pense. Sinon, on en a pour un bon bout à nettoyer le stationnement. Mais le meilleur, c'est vraiment à jet d'eau à haute pression. Donc, on va venir nettoyer l'entièreté de la surface du stationnement. Puis, on va retirer le sel qui se serait déposé là pendant l'hiver. Donc, personnellement, je recommande un nettoyage là, à la fin de l'hiver, absolument. Ceux qui peuvent se le permettre pendant l'hiver de le nettoyer où ils ont une température acceptable et que ça ne va pas venir faire une surface de givre à la surface du stationnement, ils peuvent le faire. Mais ceux qui sont dans des situations différentes, un bon nettoyage de la surface avec de l'eau dans des gros... les gros boyaux, puis on va être en mesure de donner une chance de survie au béton là, un peu plus longue. Okay, fait que si je récapitule, mettons, pour tout ce qui est ce balcon en béton, allée de circulation, si on veut utiliser des produits déglaçants, on choisit un sel de betterave, en fait, qui est un produit déglaçant, mais qui va pas attaquer le béton comme le ferait un sel ordinaire. Puis à l'intérieur, où souvent on n'aura pas vraiment besoin de sel, mais il ne faut pas oublier que les véhicules qui circulent dans le stationnement vont amener du sel de déglaçage qui provient des routes là, où on circule. Fait que même si on n'épand pas de sel dans le stationnement comme tel, il va en avoir pareil. Puis là, c'est important de faire des nettoyages, au moins un pendant l'hiver, à la fin de l'hiver. Idéalement, plus pendant l'hiver si on est capable. Puis, juste pour bien comprendre, là, de pas faire ce genre d'entretien-là dans notre stationnement, c'est quoi ça va causer? Les sels de déglaçage vont s'attaquer directement
à l'acier d'armature qu'on a dans les dalles de béton. C'est sûr, c'est plus axé vers les dalles structurales, mais dans tous les stationnements intérieurs, il y a des colonnes, donc il y a de l'acier dans les colonnes. OK. On va avoir une corrosion, le temps va faire en sorte que la corrosion va être de plus en plus grande. Ça va venir faire éclater le béton qu'on appelle délaminage. Donc, je rentre pas dans les détails, mais le délaminage, ça fait fissurer les éléments puis ça fait tomber des morceaux de béton. Donc, la prévention, le simple nettoyage à l'eau claire, ça peut avoir un impact assez important sur les fonds que ça va prendre pour réparer les colonnes. Parce que les réparations du béton, c'est très, très, très coûteux. Ouais. Puis non seulement il y a les coûts, mais il y a tout aussi les enjeux fonctionnels que ça peut amener. Là, demander à du monde de plus se stationner dans le stationnement pendant qu'on fait les travaux. Il y a une zone qui est condamnée. Encore pire, si c'est dans le chemin de circulation. Ça peut vouloir dire que pendant un certain temps, il n'y a plus personne qui peut rentrer et sortir. Ça, c'est en plus des coûts. Là, ce genre de dégradation-là, j'imagine que c'est un peu sournois. Là, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à l'intérieur de 3 mois. Ça va se faire sur plusieurs années. Mais quand ça commence à se produire, c'est irréversible. Tout ce qu'on peut faire après, c'est faire des réparations. Faire du traitement, retirer, doubler l'acier, enlever la corrosion. On est rendu dans... faut enlever le béton sur la pleine épaisseur des dalles, des corrections. C'est sûr que là, encore une fois, c'est des dalles structurales où on voit le plus de ces problèmes-là, mais ça devient excessivement difficile à gérer, surtout les gens qui ont du pavage. Donc, on va commencer à avoir de la corrosion dans le béton, on la verra pas à cause que le pavage va cacher, on va avoir de l'éclatement, on va commencer à le voir juste par le dessous des dalles. Là, ça passe au travers, rendu là. Puis là, il est trop tard. Quand on voit des taches de corrosion orange, c'est déjà trop tard. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est important, je pense, de le souligner. Là, on parle des entretiens qui sont peu coûteux, puis à la limite même qui peuvent être faits par quelqu'un dans la copropriété ou un concierge, ou bon... On peut embaucher quelqu'un à l'heure pour venir le faire s'il n'y a personne qui veut le faire à l'interne. Mais on parle de quand même d'une opération qui est soit pas très coûteuse, qui est pas très longue à faire, somme toute, puis qui va littéralement, à terme, nous sauver des dizaines de milliers de dollars en réparation. Ce qui est difficile avec cet entretien-là, c'est qu'on verra, la personne qui le fait comme il faut verra jamais le bénéfice puis le résultat, tandis que, disons, on prenait nettoyer les drains, ben, tu le vois, c'est propre. On l'enlève, c'est propre. Tandis que ça, tu vas le savoir si ça va mal, mais tu vas le savoir dans 15 ans ou peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Puis si tu le fais bien, ben, tu l'as bien fait, puis OK, il n'y a plus de taches blanchâtres en surface, c'est mais ça, il reste que tu... Puis on a comme l'impression, tu sais, béton égale solidité, durabilité, fait qu'on a comme l'impression que c'est indestructible, mais c'est pas vrai, là, c'est le milieu tempéré qui est le stationnement intérieur avec l'eau et le sel. Humidité, oxygène, c'est le facteur avec le sel qui fait en sorte que tous les stationnements se détériorent à vitesse grand V. Là. Ouais. Puis si je pouvais juste me permettre un dernier commentaire, là, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais quand on va faire un lavage en surface, surtout quand on parle des stationnements sur membrane, on peut aller voir en dessous, voir s'il n'y a pas des exfiltrations d'eau, donc de l'eau qui serait passée outre les drains puis que ça coulerait, donc ça indiquerait qu'il y a des fissurations dans la membrane, puis ces petites réfections de membrane-là permettraient d'empêcher le remplacement total de la membrane dans 10 ans. Donc, encore une fois, des petits touch-ups de membrane suivant le lavage. Fait qu'on profite de l'entretien qu'on fait à l'eau, si on le fait à l'eau et non avec un balai mécanique, pour vérifier s'il y a des lacunes au niveau de la membrane, puis faire des corrections mineures plutôt que des remplacements complets. De toute façon, une inspection d'une dalle structurale, elle doit être faite par quelqu'un dans le conseil d'administration ou quelqu'un qui est engagé à chaque année. Donc, d'en profiter après ce nettoyage-là pour faire l'inspection annuelle, puis vérifier l'état des membranes, surtout dans les voies de circulation où il y a les virages. C'est là que la membrane se détériore le plus rapidement possible. Effectivement, parce qu'on rappelle à ceux qui nous écoutent là, que si vous avez des stationnements intérieurs ou extérieurs, en fait, avec au moins une dalle structurale, ces stationnements-là doivent être inspectés tous les 5 ans par un ingénieur ou un architecte, puis il y a un suivi là, qui doit être fait, une vérification annuelle qui doit être faite,
qui peuvent être faites par n'importe qui dans ce cas-là, là, mais qui est dans le but de faire le suivi des anomalies qui ont été notées par l'architecte ou l'ingénieur. Ça doit être fait à chaque année. Fait que, comme tu dis, pourquoi ne pas profiter de cet entretien-là qu'on fait au moins une fois dans l'hiver pour faire ce genre de vérification-là et faire sa vérification annuelle si on est éligible et qu'on doit la faire. Super intéressant. Dernier point, mais non le moindre, Sean, on parle de préparer les demandes de soumission pendant la période hivernale. Donc là, on n'est pas dans le conseil d'entretien, on est vraiment dans plus un conseil de gestion de la copropriété. Oui, en fait, c'est que dernièrement, j'ai rencontré plusieurs conseils d'administration au niveau de voulaient faire des travaux dans leur stationnement, voulaient faire des travaux sur leur façade de leur bâtiment, puis je remarque qu'ils sont surpris d'apprendre que l'hiver est le meilleur moment pour aller dans ces cas-ci, comme c'est des travaux majeurs, on va en devis, puis on fait des demandes de soumission pendant le mois de février, et ils sont surpris de savoir que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, les meilleurs prix pour les travaux qui sont recommandés par le professionnel. 2, on va avoir les entrepreneurs ont le temps de venir voir, de venir prendre de l'information pour mieux faire la soumission. Donc encore là, on va avoir un meilleur prix. Puis ils sont disponibles pour faire les travaux, pour les commencer même pour les stationnements intérieurs, pour faire les travaux pendant l'hiver. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment le meilleur moment. Ça, c'est pour des travaux qui sont assez volumineux. On parlait de façade extérieure, mais tantôt, Jonas parlait de l'étanchéité des fenêtres. C'est juste du calfeutrage qu'on a à faire sur un 3 étages, puis il y a 23 fenêtres à faire calfeutrer. Mais même pour des travaux de plus petite envergure, c'est à ce moment-là qu'il faut faire venir les entrepreneurs, prendre les mesures, vérifier la quantité de calfeutrage que ça va nécessiter. Si on arrive au mois de novembre puis on dit hey, ça prend le remplacement des 23 fenêtres avant l'hiver, on va appeler, ben ça va être combien vous avez de fenêtres? 23 fenêtres, parfait, ça va coûter X. Tous les facteurs permettant de donner un meilleur prix possible sont pas pris en considération parce que les entrepreneurs en ce moment, ils ont été surpris. Débordés. Ils ont été surpris qu'il y avait un hiver là, qui s'en venait bientôt. Fait que là, ils essaient de tout fermer leur chantier. Ouais. Puis ça leur permet pas de rendre une bonne soumission, puis ils le savent très bien. Okay. Donc, si le conseil d'administration va en soumission pendant l'hiver pour, je le répète, n'importe quel type de travaux, c'est là qu'ils vont obtenir les meilleurs prix, puis la meilleure qualité de travaux après, parce qu'ils vont avoir une plage fixée d'avance, puis ça sera pas à la course à la fin de l'année. Les meilleurs entrepreneurs sont disponibles, sont après, planifier leur carnet de commandes. Fait que c'est le temps de... C'est là qu'on a les meilleurs, c'est là qu'il y a le plus de concurrence, on a les meilleurs prix. Puis combien de fois on se fait dire ok, mais là ça va être rendu, on va être rendu à fin décembre, fin novembre ou fin octobre. Quand on le planifie d'avance, on a les périodes qu'on veut aussi. Là. Fait que tous les travaux majeurs, les remplacements de parties communes, là, toutes les choses qui coûtent, on disait même mineurs, ça vaut la peine, mais en gros, je pense que le temps est un atout précieux pour avoir des bons prix, c'est ce que j'en comprends. Là. On n'appelle pas les entreprises de fenêtres en mai pour faire remplacer des fenêtres au mois de juillet. Ça, c'est vraiment la recette pour avoir les pires prix. Fait qu'en le faisant pendant l'hiver, on a des meilleurs prix, on a des meilleurs entrepreneurs. Puis là, l'autre facteur, si je comprends bien ce que tu disais, c'est que quand les entrepreneurs sont très 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 occupés, généralement, ils vont mettre moins de temps et d'amour à faire des soumissions basées sur des mesures prises sur place, puis faire la cahier d'informations parce que sont dépassés par la quantité de travail qu'ils ont déjà à faire, ils n'ont pas beaucoup de temps. Fait que là, j'imagine que ça peut vouloir dire, quand on va faire les travaux, si on a une soumission qui manquait certaines informations à l'entrepreneur, ben ça peut vouloir dire des extras aussi. Peut-être, mais en fait, c'est pas qu'ils sont pas diligents, c'est qu'ils vont dire au client, la plupart du temps, j'ai vraiment pas le temps. Le client va mettre un peu de pression, puis là, ils vont finir par accepter. C'est pour leur faire plaisir. Exactement, fait que ça va finir par être... Ça va pas être gagnant-gagnant des deux côtés, là. Ça va faire... Si on parle de situations qui arrivent pas... c'est pas tout le temps, ça finit pas toujours mal, mais tu sais... Si on veut mettre toutes les chances de notre côté, on va en soumission l'hiver. Même pour une toiture qui va être faite à l'été, assurément, on va en soumission l'hiver. Okay. Fait que je pense que ça me fait dire en fait que les conseils d'administration, les gestionnaires, prenez un temps d'arrêt, en fait, profitez de la période hivernale, des mois de janvier, février, mars.
pour à chaque année là, créer une habitude que c'est là qu'on regarde s'il y a des travaux à faire dans la prochaine année, puis on va tout de suite commencer à chercher des entrepreneurs, demander des soumissions, aller en appel d'offres pour essayer d'avoir la meilleure qualité de travaux au meilleur prix possible. Puis il y a beaucoup aussi de copropriétés qui ont leur assemblée générale annuelle là, en mars. Fait que en plus que ça permet d'arriver à l'assemblée en sachant, ouais c'est ça, avec les budgets pour ces travaux-là. Fait que ça donne une meilleure planification. Puis là, on sait qu'avec tout ce qui s'en vient, avec la loi 16, les études de fonds de prévoyance, les carnets d'entretien, c'est sûr que les taux se resserrent là, à s'assurer que les travaux sont faits, qu'on maintient la copropriété dans le meilleur état possible. Puis idéalement, ben on le ferait au meilleur prix possible parce que bon, c'est le gouvernement passe les lois, mais c'est pas eux qui payent pour maintenir les immeubles, c'est les gens qui habitent les immeubles. Donc pourquoi ne pas planifier un moment en hiver à chaque année pour faire le bilan de tout ce qu'on a à faire en termes de travaux, puis vraiment tout de suite commencer là, à planifier ces travaux-là, puis à demander des prix. Ça va permettre d'avoir les meilleurs prix possibles là, dans la plupart des cas. Excellent! Ben, ça fait le tour de nos 5 trucs, astuces et conseils pour se préparer à l'hiver ou à faire pendant l'hiver. Merci messieurs pour votre participation et vos excellents conseils. On se revoit dans un prochain épisode.